Donc voilà, alors pour tester un petit peu vos connaissances et le fait que vous ayez suivi l'exposé précédent, je vais commencer par un petit quiz. Alors, vous voyez cette liste de nombres entiers. Est-ce que vous reconnaissez ces nombres? Tic-tac, tic-tac. Oui, effectivement, c'est le début de la liste des nombres premiers, c'est-à-dire d'un nombre qui n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Et si je vous donne ces nombres-là en orange, est-ce que vous êtes capable de me dire quels sont ces nombres? Bravo, vous avez lu le titre de l'exposé, c'est effectivement des nombres premiers de Sophie Germain. Donc ici, en fait, vous avez la liste des nombres. Quand je les multiplie par 2 et j'ajoute 1, j'ai encore un nombre premier. Donc par exemple, 23 ici, je multiplie par 2, je tombe sur 46, j'ajoute 1, 47. Et dans la liste des nombres premiers, c'est donc un nombre premier de Sophie Germain. Très bien. Alors, ayant ces connaissances-là en tête, on va essayer de voir quel est le lien avec la cryptographie, c'est-à-dire la science qui étudie les codes secrets. Alors, à l'époque de Sophie Germain, il n'y a pas beaucoup de mathématiciens qui s'intéressent à cette science, parce qu'essentiellement, à cette époque-là, la cryptographie, c'est quand même un art assez artisanal. Je vous donne un exemple de l'époque de Sophie Germain. Donc ici, on a une lettre de la reine Marie-Antoinette qui a été envoyée à son amant, le comte Axel de Fersen. Donc elle a utilisé, pour différentes raisons, un chiffrement de son message. Et donc vous pouvez voir ici comment ça fonctionne. Donc le comte a reproduit en dessous des lettres chiffrées une clé, depuis, le mot depuis. Et donc il utilise cette clé, chacune des lettres de cette clé. À chacune des lettres, il associe une table de substitution des 26 lettres de l'alphabet. Et il va aller chiffrer ou déchiffrer une lettre du message en regardant la correspondance dans cette table, suivant la valeur de la lettre de la clé. Alors vous pouvez voir qu'ici, ils le font une lettre sur deux, parce que c'est un procédé qui est assez fastidieux. Ça fatiguait énormément la reine, en fait, de chiffrer ces messages comme ceci. Donc, en fait, on voit le message carte qui apparaît sur une lettre sur deux. Donc, si vous êtes un peu attentif, au départ, vous pouvez peut-être arriver à deviner que c'est point, de, nos, nouvelles, etc. C'est très facile, en fait, de cryptanalyser un message comme ceci, puisqu'il y a une lettre sur deux qui apparaît en clair. Alors, ça pose évidemment quelques problèmes. Donc, pour améliorer un peu ces méthodes de chiffrement, au fil du temps, on a un peu d'artisanat et de mécanisation du procédé qui s'opère. Et donc là, par exemple, j'ai mis une photo d'un cylindre de Baséry. Donc, le principe est assez simple à comprendre. On a un cylindre dans lequel on empile des disques. Sur chaque tranche de disque, on a toutes les lettres de l'alphabet dans un certain ordre. Et donc, on convient avec le correspondant de mettre ces disques dans un ordre bien spécifié et secret. Et puis, pour chiffrer, donc, on décale les disques pour faire apparaître le message qu'on souhaite chiffrer. Donc là, par exemple, je suis indéchiffrable. Donc, le correspondant, on y envoie n'importe laquelle des autres lignes du cylindre, donc un mot inintelligible. Le correspondant aligne ses disques de la même façon pour faire apparaître ce mot inintelligible et va regarder sur les autres lignes du cylindre celle qui fait sens. C'est assez simple comme procédé. Donc, évidemment, la clé secrète ici, c'est l'empilement des différents disques. Alors, évidemment, ça reste assez fastidieux comme procédé, et donc on améliore au fil du temps ces techniques-là, notamment parce qu'à la même époque se développe le télégraphe, la radio, des moyens de communication plus rapides, et qui en plus permettent à un attaquant de vérifier ce qui se passe en fait entre deux interlocuteurs qui veulent communiquer de façon chiffrée. Donc il faut perfectionner un peu ces méthodes de chiffrement, aller plus vite et automatiser ça. Et donc, vers l'époque du début de la Deuxième Guerre mondiale, on a déjà des machines plus perfectionnées qui sont commercialisées, notamment la machine Enigma, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler, qui est donc représentée ici. Donc, on a des rotors, 3 rotors qu'on choisit en général parmi un ensemble de rotors. On a un câblage à l'avant de la machine, ici. Et puis, on frappe directement sur les touches le message qu'on souhaite chiffrer, qui va apparaître sur les petites touches lumineuses en haut, là, au fil de la frappe. Et chaque frappe va enclencher un rotor, donc va changer la clé au fur et à mesure qu'on chiffre. Donc on complexifie énormément par rapport au simple cylindre que j'ai présenté précédemment.
la tâche d'un attaquant qui chercherait à déchiffrer. Alors, quand les nazis ont utilisé cette machine pour communiquer entre eux pendant la Deuxième Guerre mondiale et quand ils ont envahi la Pologne, évidemment, il y a des mathématiciens là qui ont commencé à s'intéresser sérieusement au problème. Donc, c'est vraiment le début de l'introduction des mathématiques dans la science cryptographie à proprement parler. Et donc, ils ont commencé à développer ce qu'on appelait à l'époque des bombes, c'est-à-dire des sortes de machines, de grosses machines, qui permettaient d'accélérer la recherche exhaustive de la clé. Okay. Et parallèlement à ça, donc un petit peu après l'invasion de la Pologne, chez les Alliés en Angleterre, donc il y a eu un gros pôle scientifique qui a été ouvert à Bletchley Park, où notamment travaillait le célèbre Alan Turing, le grand mathématicien Alan Turing. Et donc là, ils ont développé... bon, déjà, ils avaient une équipe de scientifiques assez énorme et très féminine. C'était essentiellement des femmes scientifiques ou alors des femmes qui aimaient les jeux de lettres, qui étaient axées vers cette discipline, en tout cas, qui travaillaient. Et on a développé on va dire le premier prédécesseur de l'ordinateur. Ici, vous voyez un Colossus. Donc, c'est l'ancêtre de notre ordinateur moderne, qui a été développé donc, pour d'autres schémas de chiffrement que celui de la machine Enigma, mais voilà, qui permettait d'accélérer les recherches exhaustives. Donc, à cette époque-là, ça a été une vraie révolution, en fait, parce que ça a amené la construction de notre ordinateur moderne et ça a ouvert considérablement le champ d'utilisation de la cryptographie et ses moyens. Donc, en 1977, il y a 3 mathématiciens, donc Diffie, Hellman et Merkel, qui sont intéressés à un problème qui était assez ancien, donc qui était le problème du partage de clés secrètes. Dans tous les exemples que je vous ai montrés jusqu'ici, les machines qu'on utilise nécessitent qu'il y ait un accord préalable où les 2 protagonistes s'entendent pour échanger un secret, la clé. Et l'objectif de ces mathématiciens, c'était d'arriver à fabriquer un système dans lequel on pouvait échanger à distance le secret en passant par un moyen de communication public. D'accord ? Sans entente préalable, donc. Donc, c'est ce qu'on appelle le protocole d'échange de clés Diffie-Hellman. Et on va le voir après, on va voir que ça repose sur des mathématiques qui datent même d'avant l'époque de Sophie Germain. Parallèlement à ça, en 1978, donc il y a ces 3 mathématiciens, Shamir, Rivest et Adelman, dans cet ordre-là sur les photos, qui ont aussi résolu un challenge assez important dans le domaine de la cryptographie, qui est celui de reproduire ce qu'on fait avec une boîte aux lettres classique dans la vie de tous les jours. Encore une fois, l'idée ici, c'est de ne pas avoir à partager préalablement une clé secrète entre les 2 protagonistes. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir à disposition dans un annuaire public l'adresse, la clé de la personne à qui on souhaite envoyer un message chiffré. Et puis cette personne, elle aura une clé secrète qui lui permettra de déchiffrer ce message, et seulement elle. Donc, c'est ce qu'on a avec une boîte aux lettres classique. Vous pouvez chercher dans un annuaire l'adresse postale de n'importe qui, envoyer un courrier à cette personne, et puis cette personne qui a la clé physique de la boîte aux lettres est la seule à pouvoir récupérer la lettre et à la lire. Donc, c'est ça qu'on veut faire d'un point de vue numérique. Et là, à nouveau, ils utilisent des mathématiques très anciennes, de l'époque de Pierre de Fermat, pour répondre à ce problème. Alors, entrons un peu plus dans le détail. Pour l'échange de clés Diffie-Hellman, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle une exponentiation modulaire pour faire des calculs. Donc, c'est très simple, en fait. Cette application prend 2 entiers g et x, un nombre premier p, et elle calcule g fois g fois g fois g x fois, et elle regarde son reste dans la division euclidienne par p. Donc ça, on sait faire très efficacement. C'est extrêmement facile de calculer ça avec un algorithme. Par contre, si je regarde le problème inverse, c'est-à-dire si je prends 2 entiers g et h et un nombre premier p, si je me demande de trouver un entier x pour lequel donc, g à puissance x et h ont le même reste dans la division euclidienne par p, ça, c'est un problème qui devient nettement plus difficile. Donc ici, là, cette notation, c'est une notation qui a en fait été introduite par Gauss à l'époque de Sophie Germain. La notation signifie que g puissance x et h ont le même reste dans la division par p. C'est l'opération modulo. On peut essayer de comprendre un peu la difficulté de ce problème sur un tout petit exemple.
Alors, imaginons que je vous demande de résoudre l'équation 17 puissance x qui vaut 10 modulo 23. C'est-à-dire, je cherche à trouver un élément parmi toutes les puissances de 17, dont le reste dans la division par 23 est égal à 10. Donc, ce que je peux faire, tout simplement, c'est m'amuser à lister toutes les puissances de 17. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le tableau juste en dessous. Donc, 17 à la puissance 1, 17. Modulo 23, ça ne change pas. Ensuite, 17 au carré, donc 289. Je regarde la division euclidienne par 23, je trouve 13. Et ainsi de suite, je continue à multiplier par 17, à réduire modulo 23, etc. Donc on voit ce qui se produit, c'est qu'à 22, je retombe sur 1, et donc je vais reboucler. Alors ça, ce n'est pas surprenant du tout, hein. Pierre de Fermat aurait pu vous dire, bah oui, 17 à la puissance p-1 modulo p, ça fera toujours 1. Le petit théorème de Fermat, cette fois, pas celui dont on a parlé avant. Donc, déjà, on a cette permutation. Alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est une permutation qui est bien mélangeante. Vous voyez, je retrouve à chaque fois tous les nombres compris entre 1 et 22. Donc, on sent bien que le problème n'est pas facile à attraper comme ça. C'est que cette recherche exhaustive, ce n'est pas évident de trouver, a priori, quelque chose qui me permet de trouver x directement sans faire toute la liste des puissances de 17. Et d'ailleurs, c'est un problème qui est d'autant plus difficile que j'augmente la taille du modulo, bien entendu. Il se trouve quand même que pour certaines valeurs de P, ce problème est très facile à résoudre. Alors, plus précisément, on a dit, hein, avec le petit théorème de Fermat, ce qu'on cherche, c'est un x qui est défini modulo P-1, puisque à la puissance P-1, je fais 1. Alors, on a un algorithme qui est dû à Paulig et Hellman, donc le même Hellman que dans Diffie-Hellman, mais qui a travaillé avec Paulig. En 1978, se sont rendus compte qu'en fait, calculer le logarithme discret modulo P-1, le x modulo P-1, c'est la même chose que regarder x modulo chacun des facteurs premiers de P-1. Donc, si je suis capable de réduire mon problème à un calcul modulo un diviseur de P-1, si j'ai beaucoup de petits diviseurs premiers de P-1, ça va être facile. Donc, à contrario, si je prends P-1, qui est le plus gros facteur premier possible, c'est-à-dire qu'il s'écrive comme 2 fois un nombre premier, puisqu'il est pair, eh ben, ça devrait être beaucoup plus difficile. Et là, évidemment, on retombe sur les nombres premiers de Sophie Germain. Donc c'est assez intéressant d'un point de vue historique. On peut regarder, enfin, moi je me suis amusée à regarder dans le corpus de Google Books comment a été cité, enfin comment apparaissaient les mots Sophie Germain dans ce corpus de livres. Alors, on voit qu'en fait, les citations, les fréquences d'apparition sont plus ou moins constantes, sauf à la fin des années 1800 où là, il y a la publication de ses œuvres complètes. Alors évidemment, ça ramène un peu Sophie Germain sur le devant de la scène. Puis plus rien pendant toutes ces années. Et là, bim, à la fin des années 70, avec ses protocoles cryptographiques, à nouveau, elle revient sur le devant de la scène. C'est assez intéressant que ces mathématiques relativement théoriques soient restées de l'ordre de la spécialité des mathématiques pendant un siècle, et puis là, sont devenues au centre de l'attention dans la fin des années 70 pour leurs applications fondamentales dans notre vie de tous les jours. Alors, pour des cryptologues, évidemment, la question qui vient naturellement ensuite, c'est est-ce que c'est facile de trouver des nombres premiers de Sophie Germain pour mettre en place un protocole Diffie-Hellman? Et est-ce que j'en ai assez? Parce que si j'en ai pas assez, évidemment, un attaquant pourra aller chercher dans une liste de façon exhaustive quels sont les nombres premiers de Sophie Germain qu'on a choisis. Et puis une question subsidiaire qui intéresse évidemment les mathématiciens, c'est mieux que ça, c'est de dire est-ce que je suis capable de montrer qu'il y en a une infinité? Alors, encore une fois, grâce aux recherches théoriques préalables, on est capable de répondre du moins partiellement à ces questions et de façon satisfaisante pour un cryptologue. Essentiellement, on sait déjà depuis la fin du XIXe siècle comment sont répartis et quelle est la densité des nombres premiers avec les travaux de Hadamard et de Lavallée-Poussin, qui nous dit que en fait, si je prends un nombre entier de taille n, eh ben, j'ai une chance sur ln de n de tomber sur un nombre premier. Okay. Alors, suite à ça, il y a eu un certain nombre de travaux sur des curiosités mathématiques un peu similaires au nombre premier Sophie Germain, les nombres premiers jumeaux, c'est-à-dire un nombre premier tel que quand je lui ajoute 2, je reste encore premier. Donc, il y a énormément de travaux autour de ces nombres-là, et notamment ceux de Hardy-Littlewood,
qui ont conjecturé une certaine densité de ces nombres premiers. Et on a dérivé ces travaux-là pour en déduire des heuristiques similaires sur les nombres premiers de Sophie Germain. Donc l'heuristique, la conjecture qu'on a à l'heure actuelle, c'est de dire qu'on a cette densité-là des nombres premiers de Sophie Germain, c'est-à-dire en 1 sur ln de n au carré. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je prends un nombre au hasard de taille n. Parmi ceux-là, j'ai une chance sur ln de n que ça soit un nombre premier. Et parmi les nombres premiers, j'ai une chance sur ln de n que ça soit un nombre premier de Sophie Germain. Donc au final, j'ai une bonne chance de tomber sur un nombre premier de Sophie Germain quand je tire au hasard. Donc ça répond à la question des cryptologues, puisque en pratique, ils ont ce qu'il faut. Par contre, c'est encore un problème ouvert pour les mathématiciens, puisqu'on n'a pas résolu à l'heure actuelle cette conjecture-là. Donc c'est une possibilité pour des travaux. Je reviens sur l'autre problème qui a émergé, l'autre protocole cryptographique qui a émergé à la fin des années 70 avec Rivest, Shamir et Adleman qui propose un premier schéma de chiffrement à clé publique. Donc l'idée dans ce cryptosystème, c'est d'utiliser le problème de la factorisation des entiers, qui est un problème qui intéresse les mathématiciens depuis bien longtemps. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un cryptosystème dont la sécurité repose sur la difficulté à factoriser des entiers. On sait bien que plus on augmente la taille de l'entier, et plus c'est difficile de le factoriser. Mais encore une fois, comme dans le cas du problème du logarithme discret, il y a des situations dans lesquelles c'est plus facile. Alors notamment, si je vous donne un petit exemple, vous allez comprendre tout de suite l'intuition de quels sont les nombres qui sont faciles ou pas faciles à factoriser. Si je vous donne notre année civile 2021, est-ce que vous êtes capable de donner la factorisation de ce nombre? Peut-être pas, mais 2025, je pense que vous avez déjà plus d'idées. Oui, effectivement, 2025, c'est divisible par 5, c'est aussi divisible par 3, et en fait, si on cherche, c'est divisible que par 5 et par 3, c'est 81 fois 25. Okay. Est-ce que quelqu'un a trouvé la factorisation de 2021? Oui, tout à fait. Non, c'est 43 fois 47. Vous voyez que c'est beaucoup moins facile parce qu'il n'y a pas de petit facteur premier. Et donc l'idée des algorithmes pour la factorisation de nombres entiers repose sur ça en fait. Si vous avez un nombre qui est divisible par plein de petits nombres premiers, c'est-à-dire qui est friable, ça va être facile de le factoriser. Par contre, si c'est un produit de grands nombres premiers, là, ça devient beaucoup plus difficile. Voilà, donc pour RSA, malheureusement, il y a encore un autre algorithme dont il faut prendre compte. C'est l'algorithme de Pollard, donc, qui est un algorithme antérieur à ce protocole de chiffrement de Rivest, Shamir et Adleman. En fait, même quand je prends un nombre entier qui est un produit de deux grands nombres premiers, si un des facteurs est tel que P-1 est friable, alors je sais factoriser facilement. Par exemple, ici, là, j'ai pris un nombre avec une vingtaine de chiffres, et c'est immédiat, même avec une petite calculatrice, de le factoriser. Pourquoi? Parce qu'il a ce facteur premier, qui est 43 lisses, tel que P-1 est 43 lisses, 43 friables, c'est-à-dire produit de nombres premiers plus petits que 43. Donc ça, c'est vraiment très facile à factoriser. Donc, pour construire un modulo dans RSA, un nombre entier qui est un produit de deux grands nombres premiers, il faut impérativement que mes deux facteurs premiers soient tels que P-1 n'ait pas de petits facteurs premiers, soient les plus grands facteurs premiers possibles, et donc de la forme de Sophie Germain encore une fois. Donc là, à nouveau, on refait le lien avec les nombres premiers de Sophie Germain. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir pendant un siècle et demi, ces nombres sont restés une curiosité mathématique. Et puis là, à l'heure actuelle, ils ont été utilisés dans toutes les applications modernes qu'on a tous les jours quand on utilise notre smartphone pour envoyer un message à un ami ou quand on fait un gros transfert bancaire, enfin n'importe quel instant de la vie courante. Alors bien entendu, en 40 ans, il y a eu un énorme progrès en informatique, sur les machines, sur les ordinateurs, qui arrivent à faire des calculs beaucoup plus performants. On a aussi fait des progrès théoriques sur l'algorithmique. Donc, la taille de nombre qu'on devrait prendre pour le problème RSA, pour avoir quelque chose qui est résistant, est telle que les calculs deviennent un peu trop fastidieux. Donc, en réalité, à l'heure actuelle, ce n'est plus vraiment RSA qui est utilisé dans le domaine, ni même l'échange de clés tel que je vous l'ai montré, à cause de ces progrès.
et surtout parce qu'on dispose d'autres objets mathématiques qui remplacent très bien et qui offrent une meilleure sécurité, donc notamment les courbes elliptiques. Donc c'est assez intéressant de voir qu'à nouveau les courbes elliptiques apparaissent dans la cryptographie moderne et remplacent ce qu'on avait utilisé avec les nombres premiers de Sophie Germain, et de voir que c'est aussi les courbes elliptiques qui ont permis de résoudre le théorème de Fermat, ce qu'on n'avait pas pu faire Sophie Germain avec les outils de l'époque. Donc voilà, donc RSA est évidemment en voie d'abandon, et maintenant ce qu'on utilise, c'est quand même des mathématiques qui sont encore vieilles d'un siècle, mais qui sont plus performantes dans ce contexte. Voilà, ça termine mon exposé, si vous avez des questions. Oui ? Oui ? Si on prend un nombre premier de Sophie Germain, tu veux dire ? De Fermat. Alors, s'il n'est pas premier, pardon. Oui, pardon. Un nombre premier, alors, de puissance, oui, forcément, c'est une puissance de 2. Donc là, il y a une réduction de Pauli-Gell-Mann qui va te ramener à un calcul modulo 2 du logarithme discret. Et donc, essentiellement, ça va te prendre un temps correspondant à la puissance de 2 fois oui, c'est extrêmement rapide, quoi. Essentiellement, tu as juste à décider à chaque fois est-ce que c'est 0 ou 1 le logarithme discret modulo les différentes puissances successives de 2. Enfin, oui, c'est extrêmement rapide. Suivant la puissance de 2 qui intervient, c'est ce nombre-là de résolution modulo 2 que tu dois faire de calcul de logarithme discret. Donc c'est extrêmement rapide, oui. Oui, pardon. Donc il n'y a pas de questions, encore merci pour Vanessa.